Aujourd'hui, plus d'un Français sur 10 possède un chien. Si nos toutous sont nos compagnons préférés, c'est parce que nous avons l'impression qu'ils nous comprennent, qu'ils réagissent comme nous et qu'ils sont même capables de capter nos émotions. Alors les chiens pensent-ils comme nous? E égale M6 vous révèle les dernières découvertes incroyables de la science. Non, 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 non. Allez, Bilou! Allez, Lily! Dans la famille Lalande, les chiens c'est une passion. Kimi, 6 ans, a déjà le sien. Cet adorable bichon frisé. J'ai l'impression qu'il me comprend. Quand je lui dis de me faire un câlin, il vient tout de suite et il se blottit contre moi. J'ai aussi l'impression qu'il comprend mon envie de jouer ou non. T'es un bon chien. T'es le meilleur chien du monde. Les chiens semblent souvent calquer leur comportement sur le nôtre. Mais est-ce vraiment le cas? Pour en savoir plus, direction Maison Laffitte en banlieue parisienne. Charlotte Duranton, chercheuse, a préparé une petite expérience avec la complicité de Guess et de Laure, sa maîtresse. Regardez bien ce qui se passe lorsque nous présentons à Guess un objet qu'elle n'a jamais vu. Elle fait comme sa maîtresse et ne bouge pas. Le chien, quand il est confronté à un objet inconnu, il va regarder la réaction de son maître et il réagit de la même manière. Si le maître a peur de l'objet, il décide de se comporter comme son maître et il s'éloigne de l'objet. Et que se passe-t-il si le maître s'approche en toute confiance? Si le maître il est intrigué de façon plutôt positive par l'objet, le chien en aura moins peur et va s'approcher de l'objet inconnu. Et donc ce phénomène, c'est ce qu'on appelle le référencement social. C'est le fait de regarder la réaction d'un individu référent et ensuite de calquer sa réaction dessus. Dans le monde animal, les chiens sont les seuls à faire ça. Voilà pourquoi nous avons parfois l'impression qu'ils pensent comme nous. Autre fait étonnant, vous avez certainement constaté que les chiens nous regardent souvent dans les yeux. Mais savez-vous qu'ils sont capables de suivre nos mouvements oculaires? Exactement comme le font les bébés avec leur mère. Regarde, Anna! Lorsque la petite Anna, 13 mois, est face à deux peluches identiques, elle s'avance, hésite Bravo! et préfère celle que sa maman a regardée juste avant, ici à gauche. Faisons le même test avec la chienne. Notre chercheuse cache des récompenses dans 2 bols et elle va en désigner un du regard. La chienne va-t-elle réagir comme le bébé? Yes, regarde! Yes, regarde! Charlotte jette un coup d'œil vers le bol qui est à sa droite. Et regardez ce qui se passe. La chienne va elle aussi dans cette direction. Elle a commencé par capter le regard de Charlotte avant de se décider à partir. Ils apprennent en fait qu'en nous regardant, ils vont gagner des informations qui sont intéressantes pour eux. Par exemple, nous on va regarder où se trouve la nourriture, où se trouve un nouveau jouet. On va leur montrer où se trouve leur laisse avant de les emmener en promenade. C'est important pour eux de nous regarder et de regarder où on regarde. Si certaines espèces peuvent apprendre à le faire avec de l'entraînement, les chiens sont les seuls à agir ainsi naturellement. Explication d'Antoine Mouvresse, vétérinaire. La capacité qu'ont les chiens d'aujourd'hui à comprendre l'humain, à communiquer avec l'humain, ça leur vient de leur ADN et des milliers d'années qu'ils ont passé à évoluer aux côtés de l'humain. Pour comprendre, il faut remonter le temps aux origines de la domestication. Chez les loups sauvages, il y a plus de 15 000 ans, ce sont les individus les moins craintifs qui ont dû se rapprocher des humains pour chercher de la nourriture. Et en se reproduisant, ils vont transmettre par leur ADN à leur progéniture cette capacité qu'ils ont à s'approcher de l'humain et à comprendre l'humain. Ce sont ces loups plus sociaux que l'homme a peu à peu domestiqués. Voilà pourquoi on retrouve ce trait de caractère chez leurs descendants, nos chiens. Ouais, c'est bien mon chien. C'est bien mon chien. Vous savez maintenant pourquoi les chiens sont étonnamment adaptés à notre comportement. Mais sont-ils aussi sensibles à nos émotions? Des fois, par exemple, quand mon petit frère m'embête et que je suis triste, il vient tout de suite me voir pour me réconforter. Et quand je suis contente, il court vers moi et vient me faire des gros câlins. Pour tout comprendre, nous avons pris rendez-vous à l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort.
avec Sarah Janin, chercheuse dans l'équipe éthologie dirigée par le docteur Gilbert. Oui, les chiens sont capables de reconnaître nos émotions. Ils vont tout de suite se centrer sur nos yeux, regarder par exemple la dilatation de la pupille, l'expression des sourcils, l'ouverture de la bouche, fermée, ouverte selon si on sourit, si l'on est triste. Ah si! Les chiens sont très rapides pour détecter nos micro-expressions, beaucoup plus rapides que nous, ça va être en millisecondes. Nos compagnons sont décidément très forts. C'est simplement un comportement adaptatif de la part du chien de comprendre et de reconnaître les émotions de son maître pour pouvoir s'ajuster, s'adapter. Et ce n'est pas tout. Les chiens sont aussi sensibles à notre voix. Les scientifiques ont fait une découverte stupéfiante. Leur cerveau possède une zone dédiée au traitement de l'émotion dégagée par la voix. Elle est située dans le lobe temporal, exactement comme chez nous. Oh, c'est bien mon bébé d'amour. C'est beau. Les chiens sont donc les animaux les plus aptes à capter nos émotions. Mais à ce jour, la science ne peut dire s'ils les comprennent. D'ailleurs, si nos chiens ressentent eux-mêmes des émotions basiques comme la joie, la peur ou des besoins comme la faim, on ne sait pas s'ils sont capables de les analyser. Est-ce qu'il a conscience d'être triste? Est-ce qu'il a conscience d'être très énervé? Ça demande de se projeter, ça demande des fonctions cognitives beaucoup plus élevées et on n'est pas sûr encore, on n'a pas la preuve que les chiens soient capables de ces capacités cognitives et de ces raisonnements à long terme là. Tu viens? Viens maman. Une chose est sûre, lorsque nous regardons notre chien avec amour, il se produit une réaction étonnante. Lorsque le propriétaire ressent une émotion, il va donc l'exprimer à travers la libération d'hormones comme l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et c'est ce que le cerveau sécrète lorsque vous interagissez avec votre chéri ou vos enfants. Eh bien, votre toutou, lui aussi, est connecté à votre cerveau. Cette augmentation du taux d'ocytocine chez le propriétaire va entraîner une augmentation également du taux d'ocytocine chez le chien. Donc il y a vraiment une contagion émotionnelle en fait. Le meilleur ami de l'homme n'est donc pas forcément plus intelligent que d'autres espèces. Et il ne pense pas comme nous les humains. Mais à force de nous côtoyer, il a appris à lire en nous comme dans un livre ouvert, ce qui nous donne parfois l'impression qu'il pense vraiment comme nous. En France, nous avons plus de 12 millions de chats et 7 millions de chiens. Et si nos fidèles compagnons nous comblent et nous amusent, ils sont aussi bons pour notre santé. Ronronnement des chats, odorat des chiens, comment la science les exploite? E égale M6 vous dit tout. Le chat est l'animal domestique préféré des Français. Une famille sur 4 en possède un. On l'apprécie pour son calme, ses câlins, mais aussi pour ses ronrons. Quand je rentre de l'école, tous mes ronronnent sur moi. Contrairement à ce que l'on croit souvent, les chats ronronnent lorsqu'ils sont contents, mais aussi lorsqu'ils sont stressés. Ronronner les rassure. Mais comment produisent-ils ce drôle de son? Réponse d'Antoine Bouvresse, vétérinaire. La production des ronronnements chez le chat, c'est lié en fait à des contractions des muscles au niveau du larynx, c'est-à-dire au fond de la gorge du chat. Et ces contractions vont provoquer des vibrations. Chose étonnante, ces vibrations auraient un impact sur notre organisme. On sait que le fait d'être en interaction, en faisant des câlins avec un chat qui ronronne, ça va avoir tendance à diminuer les états de stress. Mais qu'y a-t-il dans ce son qui nous fait du bien? Nous avons demandé à Marc Taillarda, ingénieur du son, d'analyser un ronronnement. Alors on va écouter un ronronnement de chat. Analysons-le avec un spectrogramme. Les sons aigus, c'est-à-dire avec une fréquence élevée, se situent en haut de l'image. Les graves, autrement dit les basses fréquences, se trouvent en bas. Enfin, l'intensité du son est représentée par des couleurs, allant de l'orangé jusqu'au blanc pour les fréquences dominantes. Les fréquences les plus intenses se situent entre 25 et 50 Hz. Donc c'est cette zone ici là, qui est la plus dense, presque blanche. Maintenant on va écouter un réveil.
Les fréquences les plus fortes se situent entre 2000 et 20 000 Hz. On est vraiment dans les fréquences aiguës. Mais pourquoi préférons-nous les fréquences graves d'un ronronnement plutôt que les aigus d'un réveil? Alors ce qui est important et la particularité d'un son grave, c'est que non seulement il est audible, mais en plus on le perçoit physiquement. C'est comme quand on va à un concert, toutes les basses fréquences, on les ressent dans le corps. Donc c'est aussi ce qui fait qu'un son grave est plutôt un son rond, chaud et enveloppant. En plus d'être captés par notre oreille, les sons graves ont donc la particularité de faire vibrer l'ensemble de notre corps, ce qui se répercute sur notre système nerveux. Ces fréquences basses vont donner un signal au niveau du cerveau pour sécréter des neurotransmetteurs apaisants que sont la sérotonine, voire même de plaisir que sont l'ocytocine. J'adore Voilà comment le ronronnement agit sur notre cerveau. À partir de ce constat scientifique est apparue la ronron-thérapie, une méthode de méditation pour lutter contre le stress du quotidien. Pour mesurer ses bienfaits sur notre corps, nous allons suivre une séance de ronron-thérapie sous contrôle médical. Alice, 27 ans, et sa petite Lila ont rendez-vous chez notre médecin. Après 10 minutes passées en position allongée, on mesure le rythme cardiaque et la tension d'Alice. Allez, c'est parti. Alice, là aujourd'hui, vous avez une tension qui est à 14, 8,5 et un pouls qui bat à 102. D'accord? Voilà. Donc on va faire une mesure après le câlin du chat. Son pouls et sa tension sont dans la norme. Après 10 minutes de ronron-thérapie, notre spécialiste les mesure à nouveau. Alice, on va reprendre la tension. Regardez, c'est étonnant. On a un excellent résultat. Vous avez une tension qui est à 10, au lieu de tout à l'heure presque 14. Le pouls était à 100, maintenant il est en dessous de 90. Alice est plus détendue. C'est normal, ce bien-être quasi immédiat a été scientifiquement prouvé. Et si vous aussi vous voulez vous essayer à la ronron-thérapie, voici un conseil. La séance de ronron-thérapie idéale, c'est le maître avec son propre chat. Et attention, pour que cela fonctionne, il ne faut pas imposer à votre chat des câlins dont il n'a pas envie. Si les chats nous aident à nous relaxer, les chiens, eux, ont un atout en plus. Ce sont de précieux assistants pour l'homme. Ils sont guides d'aveugles, policiers ou sauveteurs en montagne. Désormais, nos fidèles toutous pourront même détecter nos maladies. Direction l'Institut Curie à Paris, où nous retrouvons Aurélie Tulot, biologiste. Depuis 6 mois, elle et son équipe ont lancé un projet de recherche incroyable et très prometteur. Utiliser l'odorat des chiens pour détecter le cancer du sein, qui est de plus en plus répandu chez les femmes. On s'est rendu compte que le cancer a une odeur. Des tumeurs ont été analysées par chromatographie en phase gazeuse. Et c'est de par ces analyses que le constat a été fait qu'une tumeur avait des odeurs propres à elle-même. Dès leur apparition dans le sein, les tumeurs des malades génèrent des molécules infimes d'odeur que nous, les humains, ne pouvons pas percevoir. Les chiens vont pouvoir détecter le cancer du sein en stade précoce avec une quantité infime de composés volatiles et marquer cancer ou pas cancer sur les échantillons. Et c'est sur Thor et Nikios, 2 bergers malinois, que tout repose. Ils sont actuellement soumis à un entraînement top secret, voilà pourquoi vous ne les verrez pas. Mais à quoi les chiens doivent-ils leur extraordinaire odorat ? Ces grandes capacités olfactives, elles sont liées déjà à une surface des cornets nasaux qui est 10 à 100 fois supérieure à celle de l'humain et des récepteurs chimiques sur la muqueuse nasale qui sont 10 fois plus concentrés. Pour prélever ces molécules odorantes sur les patientes, les chercheurs ont imaginé une méthode très simple. Il suffit d'appliquer des lingettes sur le sein. Ces composés volatiles vont passer par la sueur, par l'odeur corporelle de chaque personne. Et les lingettes qui sont appliquées sur le sein sont capables d'absorber ces composés volatiles. Une fois imprégnées, les lingettes sont placées dans des bocaux fermés et envoyées à un laboratoire. Elles sont ensuite présentées à Thor et Nikios qui les flairent et détectent les échantillons suspects. Mais comment ont-ils été dressés à reconnaître l'odeur d'une tumeur ? Dès le plus jeune âge, on fait des associations positives, c'est-à-dire que si on veut qu'ils cherchent telle molécule,
On va lui faire chercher et dès qu'il va la trouver, dès qu'il va avoir bon les premières fois au hasard, on va le récompenser. Aux États-Unis, des chiens entraînés comme Thor et Nikios ont détecté des maladies avec une précision de 98%. Et à l'Institut Curie, les résultats sont déjà prometteurs. L'objectif principal de cette étude, c'est de pouvoir détecter le cancer du sein de façon précoce, de façon simple et surtout de pouvoir l'exporter, et ça tient à cœur à l'équipe, de pouvoir l'exporter dans les pays à faibles ressources. Le cancer du sein se soigne dans 9 cas sur 10 lorsqu'il est détecté assez tôt. Cette étude, si elle est concluante, serait donc révolutionnaire pour les scientifiques. Des chats comme anti-stress, des chiens pour nous soigner. À force de vivre avec ces animaux de compagnie, nous avons appris à utiliser leurs incroyables facultés pour en faire de véritables médecins à 4 pattes. Est-il possible qu'un chien chante avec ses maîtres ? Que penser des mélodies incroyables que produisent les oiseaux ou les baleines ? Pour nous, ce sont des chants, mais est-ce vraiment le cas ? Vous allez tout savoir. Cette vidéo a fait le buzz sur Internet avec 4 millions de vues. Ce petit bulldog semble chanter en chœur avec ses maîtres. Mais peut-on interpréter ce hurlement comme un chant ? Réponse de Charlotte Duranton, éthologue. Il n'y a rien qui nous permet de dire que c'est considéré comme un chant ou que c'est produit comme un chant de la part du chien, parce qu'ils n'ont pas ces capacités langagières ou vocales. Mais alors, que se passe-t-il dans la tête de nos toutous ? C'est possible que la première fois qu'ils entendent une musique aiguë ou la voix d'un humain qui chante comme sur les vidéos, ils identifient ça à un hurlement. Et ça déclenche en eux l'envie d'hurler aussi. Si leur maître réagit en leur portant de l'attention, en étant content ou étonné, ils vont retirer quelque chose de positif et ils vont apprendre à produire ce hurlement à chaque fois qu'il y aura un son chanté. Donc les chiens ne sont pas des chanteurs, mais sont-ils sensibles à la musique ? Devil, un petit chien de 4 ans, a accepté de se prêter à une expérience amusante. Florence, sa maîtresse, lance une musique douce dans la pièce. Le chien semble apaisé, se couche et va même jusqu'à s'assoupir. Alors les chiens perçoivent-ils la musique comme nous ? Ils n'ont pas conscience que c'est de la musique comme nous, on en a conscience. Ça, c'est sûr que non. Peut-être qu'ils sont sensibles à la rythmicité, peut-être qu'ils sont sensibles aux mélodies. Vérifions. Florence lance maintenant une musique de rock très rythmée, toujours au même volume. Résultat, Devil se lève et semble chercher d'où provient ce son inhabituel. Une musique très rythmée a tendance à l'énerver. Il oriente les oreilles vers d'où ça vient, il cherche un peu ce que c'est. J'ai l'impression que ça le dérange. Les chiens ont le même système auditif que nous. Ils entendent donc de la même manière et comme nous, ils peuvent être dérangés par les bruits inhabituels ou agressifs. Partant de ce constat, Florence, qui est fan de musique de méditation, a appliqué la même méthode sur son chien pour l'apaiser. Tu restes, David, tu restes. Donc avant de partir, je laisse toujours télé, radio, une musique pour Devil parce que ça le rassure pendant mes absences. Et au jour d'aujourd'hui, il n'a plus aucune angoisse de séparation, pas de dégâts, pas de malpropreté, rien du tout, pas d'aboiement non plus. Qu'en pense notre spécialiste ? On peut laisser la musique ou la radio allumée sans aucun problème, vu qu'il y a des études qui montrent que ça calme quand même les chiens. Il faut juste faire attention à ne pas le mettre à des volumes trop forts pour ne pas les déranger. Donc plutôt le volume d'une conversation humaine, normale, voilà. Vous l'avez compris, les chiens ont l'oreille sensible, mais ils ne chantent pas. Eux, en revanche, ils chantent tous les jours, ce sont les oiseaux. Pour les observer, direction la plus grande réserve ornithologique de France, à Villars-les-Dombes, dans l'Ain. Alors, peut-on comparer leur chant si mélodieux à notre musique ?
On retrouve dans le chant des oiseaux vraiment des constructions qui rappellent beaucoup notre musique, qui peuvent rappeler notre chant, c'est-à-dire qu'il y a des notes qui forment vraiment une mélodie avec des oiseaux qui font de très belles mélodies à tel point que depuis tout le temps, des gens ont essayé d'avoir des oiseaux en cage. Contrairement à nous qui chantons par plaisir, chez les oiseaux, chanter est un instinct vital qui leur demande beaucoup d'énergie. Mais dans quel but ? Il y a deux significations, hein, de dire aux autres mâles, c'est chez moi, j'ai un territoire, je suis costaud, je vais le défendre. Je vais le défendre bec et ongles s'il faut. Et puis ça sert en second lieu à attirer les femelles, parce que j'ai un beau chant, les femelles vont venir, vont vouloir se reproduire. Donc le chant est vraiment très très important pour la survie de l'espèce et pour les générations suivantes. Pour émettre ces incroyables notes, les oiseaux ont un système propre à leur espèce. Ils n'ont pas de cordes vocales, mais possèdent un organe spécifique entre le larynx et les bronches, qu'on appelle le syrinx. Sur cet organe se trouvent deux membranes très élastiques. À l'expiration de l'oiseau, sous l'effet de l'air, elles vibrent. Et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'elles sont capables de vibrer indépendamment l'une de l'autre, donc de pouvoir émettre des notes indépendamment l'une de l'autre. Et s'ils produisent des chants aussi complexes que variés, c'est aussi grâce à leur ouïe hors du commun. Les oiseaux ont des capacités auditives plus importantes que nous. Ils sont par exemple capables d'entendre 400 notes à la seconde, alors que nous, notre oreille, c'est 40. Donc c'est 10 fois plus, c'est quelque chose d'incroyable. Ce qui fait que dans un chant d'oiseau, il y a des notes où nous, on entend un seul son, alors qu'eux, ils entendent plusieurs sons qui sont coupés. Et voilà, ils ont cette perception qu'on n'a pas. Les oiseaux apprennent à chanter dès la naissance, par mimétisme au contact de leurs parents. C'est exactement la même chose pour nos bébés lorsqu'ils passent des gazouillis aux premiers mots, puis aux premières phrases. Oui. Plongeons maintenant sous l'océan pour écouter les chants du plus grand mammifère au monde, la baleine. Si on l'entendait à l'air libre, son chant aurait la puissance d'un avion de ligne au décollage. 160 décibels. Mais pourquoi les baleines chantent-elles ? Donc le chant des baleines est émis dans un contexte de reproduction. Ce chant est émis par les mâles et il a pour fonction de repousser des mâles rivaux et de permettre à la femelle de choisir son partenaire sexuel. Comme pour les oiseaux, les baleines chantent donc pour la survie de leur espèce. Et avec elles, pas besoin de porte-voix pour se faire entendre. Par exemple, chez les baleines bleues, on peut détecter un chant de baleine bleue à plus de 1000 km. Ces notes puissantes sont-elles agencées au hasard ou s'agit-il de mélodies comme dans nos chansons ? Chez les baleines, il y a des notes qui sont répétées et donc qui donnent des sortes de refrains et ces refrains vont s'assembler pour former des chants. En général, dans un chant, il y a à peu près une quinzaine de notes différentes. Démonstration avec un extrait de chant de baleine à bosse que l'on peut visualiser sur ce spectrogramme. On voit bien visuellement qu'on a deux types de notes. On a cette note-là qui est très brève, qui part vers le haut. Et puis on a celle-là qui est modulée en fréquence. Un chant, c'est à peu près 10 à 15 minutes. Et ça va pouvoir être répété pendant des heures. Vous l'avez compris, si parfois on croit interpréter les aboiements des chiens comme des chansons, il s'agit plutôt d'une simple interaction avec l'homme. Mais dans la nature, les baleines et les oiseaux ont des chants très sophistiqués afin de communiquer avec leurs congénères. Et les enfants, vous vous préparez, Madame Clémenteau ? Ce matin, c'est l'heure de la promenade en famille. L'hiver, Liron, Shelly, Yoram et Ophélie, leur maman, multiplient les couches de vêtements. Même Marley, le petit bichon, a droit à son petit manteau. Je me manteau à Marley. C'est l'hiver, je vais avoir froid. Mais alors, est-ce une bonne chose de couvrir le petit bichon lorsqu'il fait froid, tandis que le berger allemand, lui, est privé de manteau ? Ice doucement, s'il te plaît. Ice.
Je pense que le gros chien a beaucoup moins froid que le petit. Alors, chien ou chat, nos animaux domestiques ressentent-ils le froid comme nous ou sont-ils suffisamment protégés par leurs poils? Nous avons posé la question à Céline Gastinel-Moussour, vétérinaire. Actuellement, les animaux sont clairement beaucoup plus sensibles au froid qu'avant. Je pense clairement que la domestication y est pour quelque chose, parce qu'on a créé des races et que dès qu'on crée quelque chose, on perd du naturel, on perd de la force, et puis aussi parce qu'ils se sont adaptés au fait qu'ils sont plus à l'intérieur, plus au chaud, et que d'aller dehors demande un effort. Il y a même des gens qui rechignent à sortir le chien lorsqu'il pleut, parce que le pauvre, il va se mouiller. Mais évidemment qu'on provoque là des animaux qui sont beaucoup plus fragiles. Certains de nos animaux de compagnie seraient donc sensibles au froid. La preuve avec ce chaton de 4 mois qui vient se faire soigner. Bonjour! Je viens vous voir parce que ma petite Pearly a les yeux qui coulent, le nez très pris et puis elle éternue beaucoup. À tes souhaits. Elle a plutôt des signes d'avoir pris un coup de froid. On n'a pas réussi à la sécher complètement et en plus de ça, elle adore aller dans le garage où il fait assez froid. Il faut que je la mette sous antibiotiques. Et oui, les animaux sont comme nous. Lorsqu'ils ont froid, l'énergie que leur corps dépense pour tenter de se réchauffer affaiblit leur défense immunitaire face aux maladies. Pourtant, la plupart des mammifères possèdent une défense naturelle contre le froid, leur fourrure. Regardons-la de plus près. Il y a 2 types de poils chez l'animal. On a un poil de couverture ou poil primaire qui est plutôt long, qui est imperméable et qui est capable en plus de se redresser. Et lorsqu'il se redresse, il apporte une couche d'air protectrice. Et la couche d'air protectrice, elle empêche les déperditions d'énergie. Et puis, il y a un poil secondaire qui est en dessous de ce poil de couverture et qui lui est dense, presque duveteux, touffu et qui va garder l'aspect chaleur, l'aspect thermique. Mais si la plupart des mammifères ont ces 2 couches de poils pour se protéger en hiver, alors pourquoi ce petit chihuahua tremble-t-il, tandis que Ice, le berger allemand, semble très à l'aise dans le froid? Est-ce une question de taille? Les animaux ne sont pas du tout à armes égales face au froid. D'abord parce que leur physiologie est différente, parce que leur couche de graisse est différente, parce que l'épaisseur de leur poil, la densité de leur poil est différente. Un chien sans poil et sans couche de graisse, il sera forcément beaucoup plus sensible qu'un chien qui a une bonne couche de graisse et avec un poil important. C'est la différence entre un husky bien adapté et le lévrier à poil très ras qui va avoir besoin d'un manteau. Voilà pourquoi Marley a besoin d'être couvert, mais pas Ice qui a une grosse fourrure bien plus épaisse et plus de graisse en dessous. Et si un animal de compagnie est plus ou moins vulnérable face au froid, c'est surtout à cause des critères de sélection choisis pour créer sa race. Les chiens destinés au travail en extérieur sont évidemment plus résistants que les chiens de salon. Qu'en est-il des autres animaux à poil ou à plumes qui vivent toute l'année en extérieur sans aucune protection? Moi, je pense que les autres animaux, ils peuvent avoir froid. Et ils n'ont pas de manteau, en fait, les animaux de la forêt. Vraiment? Eh bien, c'est ce que nous allons vérifier dans cette ferme pédagogique à Écancour, dans le Val d'Oise, avec Marie, chargée d'élevage. Ici, il y a des vaches, des moutons, des canards et même un âne. Vous avez vu, là, l'âne, en ce moment, il a ce qu'on appelle un poil d'hiver. Donc, il a un poil qui est beaucoup plus épais, beaucoup plus dense et beaucoup plus long. On le voit bien sur sa tête parce qu'il a la tête qui est quasiment toute ronde. Nos animaux domestiques ont eux aussi un poil qui se densifie en hiver. Mais les animaux de ferme ou sauvages ont un atout en plus. Il y a une adaptation aux conditions, c'est-à-dire si on reste dehors en permanence, il va y avoir un poil qui devient plus dru, on va se nourrir en conséquence, manger plus, avoir un métabolisme plus important, bien sûr. Autrement dit, le métabolisme de ces animaux qui vivent constamment en extérieur s'adapte au froid. Contrairement à nos compagnons à 4 pattes qui vivent bien au chaud dans nos maisons. Les canards, comment ils font pour pas avoir froid dans l'eau? En effet, sur leur corps, ils ont des plumes, mais pas sur les pattes. Donc là, l'eau est à 7 degrés. Ah là là, c'est froid. Imaginez, c'est un peu comme si en plein hiver, nous étions vêtus d'une doudoune, mais pieds nus. Pour ne pas avoir les pattes gelées, les canards sont dotés d'un système extraordinaire. Explication de Véronique Mantré, vétérinaire spécialisée dans l'étude des oiseaux.
Les oiseaux vont avoir des températures différentes aux différents endroits du corps. Ce qui est assez incroyable, nous on a 37, 38 partout dans notre corps. Les oiseaux pas du tout. Donc ils vont pas avoir la même température en haut du corps, entre 38 et 42. Et au niveau des pattes, ils sont capables de tolérer des températures qui vont presque jusqu'à 0. Avec les oies et les cygnes, les canards font partie de la famille des palmipèdes. Et contrairement à nous, les palmipèdes et certains oiseaux ont un système d'échangeur de chaleur qui empêche leurs extrémités de geler. On a souvent froid dans les extrémités, là où le sang va mettre beaucoup plus de temps à aller. Donc le canard, l'hiver, quand il fait froid, va amener moins de sang dans les pattes pour les laisser juste à température au-dessus de 0 pour éviter qu'elles gèlent. Et comme par magie, on va avoir une adaptation avec le sang qui va arriver en bas froid, adapté au froid, et le sang qui va remonter vers le haut, beaucoup plus chaud, adapté à la température du corps. Incroyable, le canard est muni d'un échangeur thermique. Explication. Le sang très froid qui remonte vers le corps du canard capte la chaleur du sang qui arrive par l'artère. Résultat, la chaleur est conservée dans le corps du canard. En séparant la température de leurs pattes à celle du reste de leur corps, les palmipèdes résistent donc à des eaux très froides. En plus de leurs pattes, ils ont des plumes sur le reste de leur corps. Les plus visibles sont imperméables. L'eau qui va tomber dessus va juste glisser sur les plumes sans s'imprégner et s'infiltrer à l'intérieur. Donc en fait, leur peau ne sera jamais mouillée. Et en dessous, quand on soulève, on voit qu'il y a plein de toutes petites plumes blanches en dessous. On se sert en fait du duvet des canards et des oies pour nous les mettre dans les manteaux pour pouvoir avoir bien chaud. T'as vu comme c'est doux? Les animaux habitués à vivre en extérieur luttent donc seuls contre le froid. Mais pour nos animaux domestiques qui ont besoin d'être protégés, le manteau s'impose. Et il n'est pas là que pour faire joli. Bonjour madame. Bonjour. Puis-je vous renseigner? En région parisienne, Hélène vient rhabiller Jackpot. Je suis à la recherche d'un manteau d'hiver pour mon chien. D'accord. On va regarder ce qu'il me reste en rayon. Un petit chien qui a froid, il va être plus réchauffé par du coton, par de la laine, par du polaire. Et puis, il faut surtout que ce soit doux. Idéalement, col roulé, imperméable, mais surtout... Et après, on passe sous le ventre. Et oui, plus un chien marche près du sol, plus il risque d'attraper froid. Le coup de froid, c'est pas uniquement le nez et les yeux qui coulent. Ça peut être aussi un coup de froid sur le ventre. Et c'est d'ailleurs quand ils sont mouillés qu'ils attrapent beaucoup plus le coup de froid. Je le trouve très bien, puis il est tout chaud. Pensez aussi à protéger leurs pattes avec des petites bottes en cas de neige quand les trottoirs sont salés, car le sel risque de brûler leurs coussinets. Vous l'aurez compris, l'hiver, la plupart des animaux qui vivent dehors ont plus de ressources contre le froid que nos compagnons favoris. Mais on peut aider nos chiens et nos chats à se protéger en adoptant les bons réflexes. À Paris, Clara et son amie Cécile adorent les animaux. Coucou! Comme tous les ados, elles sont fans du What the Fluff Challenge, où des internautes font croire à leurs chiens qu'ils se volatilisent tels des magiciens. Je pense qu'il comprend pas bien et il voit juste que sa maîtresse a disparu. Au début, il est très étonné et puis après il comprend rien et il part. Donc et il est excité, il est content de la revoir donc ouais. Comment les chiens perçoivent-ils ce tour de passe-passe? Pensent-ils que leur maître a réellement disparu? Pour le savoir, Clara et Cécile ont rendez-vous à l'école vétérinaire d'Alfort avec Emmanuel Titeux, spécialiste du comportement animal. Bonjour docteur vétérinaire. Bonjour les filles. On s'était donc demandé si un chien, quand on lui fait un tour de magie, est-ce qu'il va comprendre? Moi je vous propose qu'on réalise les mêmes tests. Et on commence par Nadège, qui va jouer le même tour à son chien, Deki. Il halète, il tourne en rond, il gémit. Ça, c'est des signes de stress et d'anxiété. Je ne pense pas qu'il ait compris qu'on lui ait fait un tour de passe-passe. Retentons l'expérience avec Olenka. Sa maîtresse, Maude, va à son tour disparaître derrière la couverture.
Le regard est fixe et porté longtemps. On a même vu qu'elle avait fait une exploration de la pièce en se disant mais peut-être qu'elle était à l'intérieur finalement. On a bien vu que la chienne avait perçu que l'événement était illogique. Olenka a la même réaction que le husky de notre vidéo. Leur regard s'est fixé sur la zone où le maître a disparu. Face à ce tour de passe-passe, les chiens peuvent avoir différentes réactions. Mais pourquoi ? Il y a une composante du tempérament de l'individu qui est très importante. Il y a des individus craintifs peureux, des individus plus concentrés que d'autres. Donc cela va moduler la réponse à ce test. Mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'un est plus intelligent que l'autre. Une chose est sûre, le chien perçoit le côté bizarre de la situation. Un peu comme nous lorsque nous sommes interloqués par un tour de magie. Mais alors, comprend-il qu'on lui joue un tour ? De manière générale, les chiens n'ont pas conscience qu'on leur fait un tour de magie. On a juste la surprise. Le tour de magie ne correspond pas à un concept qu'ils pourraient avoir. Vous l'aurez compris, disparaître derrière un drap peut surprendre et perturber votre chien. Mais il est faux de penser qu'il comprend, comme nous, qu'il s'agit d'un tour de magie. Mais qu'en est-il des grands singes ? Leur intelligence proche de la nôtre leur permet-elle de comprendre qu'on leur joue des tours ? Sur cette vidéo, c'est ce qu'il semblerait. Cet homme met un fruit dans un gobelet avant de l'enlever à l'insu de cet orang-outan. Et lorsque le singe réalise que le fruit a disparu... Il est trop mignon, il rigole. Il se jette en arrière en fait en rigolant et en trouvant le tour de magie rigolo. Ce singe a-t-il le sens de l'humour ? À la ménagerie du zoo de Vincennes, nous avons montré cette vidéo à Audrey Maille, spécialiste des primates. La réaction de l'orang-outan, elle est vraiment très étrange. Elle est vraiment exagérée en fait. C'est très rare de voir ce type de comportement dans une interaction avec un humain. Intrigué, notre spécialiste nous emmène voir Bangui, un orang-outan âgé de 13 ans. Christophe Bazin, le soigneur animalier du zoo, lui joue le même tour que dans la vidéo. Bangui, il a bien fixé son regard sur ce gobelet. Donc, bon, ça a l'air de l'intriguer, assez peu d'expressivité. Mais c'est une réaction qui est assez prévisible chez un orang-outan. C'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Contrairement à l'orang-outan de la vidéo, Bangui est plutôt resté impassible. Est-ce parce qu'il n'a pas compris le tour ? Les grands singes, et notamment les orang-outans, ils comprennent vraiment bien le monde physique. Ils ont beaucoup de capacités cognitives qui leur permettent de comprendre les propriétés physiques du monde. Et ils ont notamment la permanence de l'objet. C'est une capacité qu'on retrouve vers 2 ans chez les humains. C'est juste la capacité à comprendre que lorsqu'on cache un objet et qu'on le déplace, il existe toujours, il ne disparaît pas. L'orang-outan s'attend donc à revoir le fruit. Face à sa disparition inexpliquée, il fixe la scène. Alors comment interpréter cette vidéo ? Le singe semble rire comme nous lorsque nous réalisons que nous avons été dupés. Les situations drôles, c'est difficile à étudier chez les animaux. Est-ce qu'ils comprennent qu'il y a donc l'humour ? Parce qu'on a besoin de la parole pour être sûr qu'ils comprennent. Moi, j'irai pas jusqu'à parler du rire, mais ce qui est sûr, c'est que cette mimique avec la bouche grande ouverte, c'est une mimique qu'on retrouve dans les situations de jeu. Les orang-outans, lorsqu'ils jouent entre eux, ils vont faire cette mimique. Et donc, c'est forcément dans des situations très positives, et des fois, il y a même une vocalisation associée qui ressemble à notre rire. Ça fait un peu ah, 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 ah. Voilà. Donc, on n'ira pas jusqu'à parler de rire, mais c'est très proche. Si l'orang-outan n'a pas forcément compris qu'il s'agissait d'un tour de magie, il a quand même analysé la situation comme anormale. En réaction, il sourit à pleines dents à ce qu'il prend pour un jeu. Alors les grands singes peuvent-ils, comme les humains, avoir le sens de l'humour ? Dans des études récentes, des primatologues ont démontré que oui, les grands singes avaient parfois un tempérament farceur. On l'a vu, les animaux réagissent aux situations illogiques. Mais attention à ne pas vous laisser abuser. Regardez plutôt cette vidéo surprenante. Ce chat imite son maître en faisant un saut en apparence inutile alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Nous avons montré cette curieuse vidéo à Antoine Bouvresse, docteur vétérinaire,
et Sandy de Corsia, comportementaliste félin à Rueil-Malmaison. Moi, je trouve ça un petit peu bizarre, ce chat qui imite. Sandy, qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais bien tester, moi. Moi, je pense qu'on pourrait faire l'expérience avec nos chats et voir ce que ça donne. On va essayer. Comme dans la vidéo, Sandy saute au-dessus d'un obstacle imaginaire. Mais que va faire le chat? Donc là, Salter n'imite pas ce que je fais. Donc comme il n'y arrive pas, on va peut-être essayer quelque chose. J'ai une idée de comment faire en sorte qu'il reproduise le comportement de la vidéo. Incroyable! Cette fois, le chat reproduit le saut de Sandy. Mais comment est-ce possible? Je pense qu'il y a un obstacle dans la vidéo, tel le scotch, qui fait en sorte que le chat est obligé de passer par-dessus et de faire ce mouvement qui est similaire à l'humain. Et oui, juste avant le deuxième essai, notre éducatrice a installé 2 rubans de scotch en travers de la porte. Comme dans la vidéo. Mais ça, vous ne l'aviez probablement pas vu. On voit que le chat est un petit peu surpris. Il faut savoir que les chats voient flou de près et c'est possible que ce soit simplement ses vibrisses, ses moustaches, qui les prévenus de l'obstacle et d'où le mouvement de recul, de surprise, d'analyse ensuite de « il y a quelque chose ». Donc je prends la décision de sauter parce que je dois y aller et je suis motivée. Face à ce petit piège, il réagit donc de façon très logique. Là, on lui a juste tendu un piège, effectivement. Il répond à cet obstacle en sautant par-dessus. Mais pour lui, il n'y a pas de concept de blague ou de tour de passe-passe. Il y a juste un obstacle. Il est motivé pour passer de l'autre côté, alors il va sauter. Contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire sur cette vidéo, le chat n'imite pas aveuglément son maître. Ce sont bien les internautes qui ont été dupés. Cette vidéo est donc bien truquée. Vous l'aurez compris, les animaux n'ont pas les mêmes capacités cognitives que nous. C'est pourquoi il leur est difficile de comprendre qu'ils sont victimes d'un tour de passe-passe. Mais attention, le dindon de la farce n'est pas toujours celui que l'on croit. Dans E = M6, les animaux n'en finissent pas de nous surprendre. Et vous allez voir que question sommeil, certains ont des habitudes et des fonctionnements vraiment étonnants. Mais au fait, tous les animaux dorment-ils? Réponse d'Emmanuel Titeux, vétérinaire. Tous les animaux dorment, sans exception. Ils le font tous de façon différente, en fonction de leur niche écologique et de leur façon de vivre. Donc, qu'ils soient domestiques ou sauvages, qu'ils restent debout toute la journée, qu'ils nagent en continu ou gardent les yeux grands ouverts, le sommeil est un point commun à toutes les espèces animales. Mais intéressons-nous d'abord à un animal familier réputé dormir beaucoup. L'animal domestique, le chat. Ah oui, peut-être un chat. Un chat, peut-être. Un chat, ça dort aussi beaucoup. Un chat, sans doute. Et justement, à Saint-Ouen, chez Matteo et Lorenzo, il y a 4 gros dormeurs. Lola, Kirua, Stella et Lily. Souvent, on part le matin pour aller à l'école. Donc le chat, il dort comme ça sur le canapé. Et donc tu reviens après, il est 17 h, le chat n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'il reste à la même place comme ça pendant toute la journée. Un très grand flemmard. C'est peut-être parce qu'il manque un peu d'énergie. Ils font la java la nuit et après le lendemain, ils assument pas. Un peu comme des ados, hein Mathéo? Alors nos chats sont-ils d'incorrigibles adolescents? De joyeux fêtards? Rien de tout cela. Il y a bel et bien une explication scientifique. Retour aux urgences vétérinaires de Maison-Alfort. Pour les chats qui vivent à l'extérieur et qui sont dépendants de leur chasse pour se nourrir, ceux-là, chaque action de chasse va leur coûter énormément d'énergie. Et effectivement, lorsqu'ils ne chassent pas, il vaut mieux qu'ils se reposent. Pourtant, les chats qui vivent en appartement n'ont pas à chasser pour manger. Alors, qu'est-ce qui les fatigue pour qu'ils dorment autant? Pour le chat en appartement, eh bien, lorsque naturellement une activité doit être produite et que le chat ne peut pas la produire parce qu'il est enfermé, contrôlé, mais en général, la première qui lui vient à l'esprit, c'est se reposer. Domestique ou pas, le chat est programmé pour dormir beaucoup. Les scientifiques ont d'ailleurs décortiqué la journée d'un chat. Il faut comprendre que le sommeil fait partie de ces activités comme manger ou faire sa toilette. On va voir que le temps dédié au repos peut aller jusqu'à 70% du temps sur 24 heures. Ce qui représente, tenez-vous bien, environ 16 heures sur une journée de 24 heures. Impressionnant, non?
Moi, je m'imagine très bien dormir 16 heures. Moi, franchement, non. Je suis pas un très très grand dormeur. Attention, sur ces 16 heures, 11 sont dédiées au sommeil et 5 sont dédiées au repos. Qu'ils dorment profondément ou se reposent, il y a une règle à respecter. Dès que le chat a les yeux fermés, il est important de ne pas le déranger et de le laisser poursuivre sa phase de sommeil ou de repos. La réputation du chat n'est donc pas usurpée. De tous nos animaux de compagnie, c'est lui le plus gros dormeur, suivi de près par le chien. Mais vous allez voir que certains animaux ont un sommeil très similaire au nôtre. C'est ce que Max va découvrir avec les chimpanzés. Direction le zoo du Bois d'Attilly avec Jean-Marc Charpentier, directeur vétérinaire. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Marc, enchanté. Alors dites-moi, ici vous avez des chimpanzés. Je n'ai jamais su comment est-ce qu'ils dormaient. Ils dorment par terre? Ben non, les chimpanzés majoritairement dorment dans un lit. Alors c'est pas un vrai lit comme nous on l'entend, hein. Il n'y a pas une couverture, il n'y a pas un oreiller, mais ils vont dans les arbres, et dans les arbres, dans les branches, ils fabriquent avec des morceaux de bois une armature dans laquelle ils mettent des petites feuilles pour que ce soit plus moelleux, et ça leur fait un couchage pour la nuit qu'ils construisent entre 2 à 20 minutes avant de se coucher. Ici, les chimpanzés ont la belle vie. Étirements, roulades, et contrairement à leurs congénères qui vivent dans la nature, ils n'ont pas à lever le petit doigt pour construire leur lit. Dans cette maison, derrière vous, Mac, ils ont leur chambre et des couchages. Venez voir. Ah, voilà leur lit. Voilà leur nid. Ah oui, ce hamac en hauteur, ça reproduit le lit que le chimpanzé se fait tous les soirs dans la fourche d'un arbre. Exactement, on leur a fourni ce qui correspond au hamac ou au lit qu'ils vont se bricoler eux-mêmes. Mais est-ce que dans la nature, le chimpanzé va changer de couchage tous les soirs, ou est-ce qu'il a un nid dans lequel il a ses habitudes? Le chimpanzé vit en grand groupe familial, et donc il va se nourrir pendant la journée sur un point, et va forcément se déplacer pour aller chercher sa nourriture ailleurs. À chaque fois, il va refaire un nouveau nid pour dormir le soir même sur le site où ils ont passé la journée. Nos cousins les plus proches sont donc comme nous. Ils aiment leur petit confort. Mais nos ressemblances ne s'arrêtent pas là. Ils vont s'endormir à heure fixe, un peu comme nous, ou est-ce qu'ils ont des périodes de veille où ils ressortent la nuit? Alors normalement, les chimpanzés, toutes les études le montrent, font une nuit complète, comme nous. Et ce n'est pas tout. Nos primates sont réglés comme du papier à musique. Retournons à l'extérieur. Regardez, il est 18h et notre famille rentre en file indienne à la maison. Alors là, ils viennent de rentrer, ils avaient l'air pressés de se coucher? Non, pas de pressés de se coucher, pressés d'aller manger. Là, ils vont prendre leur repas, et quand la nuit va tomber et que la luminosité va baisser, il sera temps pour eux d'aller se coucher. Dans la nature, est-ce que ça se passe de la même manière? Ils vont se coucher à heure fixe? Alors, dans la nature, c'est complètement différent, parce qu'ils vont passer leur journée à chercher leur nourriture. Un peu avant de tomber de la nuit, ils vont monter dans les arbres, faire leur nid dont on parlait tout à l'heure, où ils vont faire leur petit couchage, et quand la nuit tombe, ils dorment le sommeil du juste. Sur ces images exceptionnelles tournées dans la nature, ce singe a fait son lit en feuillage. Et là, il est en train de se confectionner un oreiller. Ça vous dirait d'assister au coucher des petits pensionnaires de ce zoo? Pour cela, nous avons installé discrètement une caméra pour filmer l'intérieur de leur chambre. Après avoir mangé et joué, il est l'heure de dormir. Donc finalement, ils dorment quasiment comme nous. Exactement. On n'a rien inventé. Ce sont nos plus proches cousins. Ce sont les proches cousins. On partageons 99,9% de l'ADN. Tout à fait. Jean-Marc, c'est fascinant. Merci beaucoup. Merci à vous. Nos petits singes vont dormir à poings fermés, mais aussi les yeux fermés, car comme nous et la plupart des animaux, ils ferment les yeux. Mais il y a des exceptions. C'est le cas des poissons et des serpents. Ils ont toujours les yeux ouverts. Pourtant, ils dorment aussi, comme tous les êtres vivants. D'après vous, comment est-ce possible? Ça, je sais rien. Peut-être que ça reste éveillé si jamais il y a un prédateur. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de paupières. Parce qu'ils n'ont pas de paupières. Bonne réponse. Alors, comment savoir s'ils sont éveillés ou pas? C'est ce que nous allons vérifier à la ferme tropicale avec Karine Dawes, spécialiste des reptiles. Le serpent dormant les yeux ouverts, on va devoir regarder sa position. Il y a du comportement, un rythme respiratoire différent, une pupille qui est fixe. Or, un mouvement de pupille chez un reptile, chez un serpent, c'est quelques millimètres, donc c'est imperceptible. Donc les signaux sont extrêmement faibles, mais l'animal va être dans un total relâchement musculaire, donc être en équilibre sur lui-même pendant cette période de sommeil.
Comme les mammifères, les serpents ont plusieurs phases de sommeil. Profond, léger, mais contrairement aux mammifères, c'est le sommeil léger qui est largement dominant. Et il y a une raison. Les serpents sont à la fois des prédateurs et des proies. Donc ils vont avoir une capacité de réveil extrêmement rapide, que ce soit pour chasser, ou pour se défendre, ou se prémunir d'un prédateur éventuel. Karim va nous en faire la démonstration. Ce serpent est un python vert des forêts de Papouasie. C'est un animal qui est nocturne. Cet animal est en train de dormir. Il suffit d'un simple souffle et le réveil est immédiat. Il a manifesté le fait qu'il était tout à fait réveillé et plutôt inquiet de savoir ce qui se passe. Et si rien ne se passe, il va se rendormir en quelques minutes. Vous l'aurez compris, que ce soit les yeux ouverts ou fermés, tous les animaux dorment. Certains plus que d'autres. Et chaque espèce a sa propre stratégie pour piquer un somme, car c'est vital.